ta trajectoire. Donc voilà, bah, merci infiniment Patrick de votre présence et puis d'accepter de donner cette conférence. Merci. Le plaisir est évidemment pour moi parce que c'est toujours sympathique d'être accueilli pour parler de choses qui vous tiennent à cœur, qui ne sont pas des choses d'ailleurs, j'aurais à m'expliquer là-dessus, parce que les outils de gestion ne sont pas des choses. Puis je suis content d'être avec vous à Montréal, qui est une belle ville que j'aime beaucoup. Alors certes, je préférerais y être physiquement, peut-être pas en ce moment d'ailleurs, parce que je suis allé assez souvent au Québec, mais j'essaie d'éviter quand même d'y venir en hiver. Bon, ça peut être intéressant d'être à l'extérieur de la ville pour se promener, pour faire le touriste, mais pas forcément pour travailler. Bien, donc je vais effectivement vous parler de... Donc, merci encore d'être là. Merci Olivier de m'avoir invité pour ce moment de partage. Donc, je vais essayer d'être moins bavard qu'à mon habitude, quand même, pour vous présenter, puisqu'on m'invite à présenter cet ouvrage et un peu son origine, pour qu'on ait un temps d'échange entre nous. Combien de temps dans tout ça? C'est quoi l'enveloppe, Olivier? Je dirais 30 minutes, 40 minutes. C'est un peu, Ok, laissez-vous un peu aller. Le tout fait 1h30. d'accord. Donc ça peut être la moitié du temps. On a le D'accord, plaisir à vous écouter. Donc. entendu. Ben, c'est gentil. J'espère que vous conserverez ce plaisir. Alors, je voudrais tout d'abord dire quelque chose sur le projet de ce livre et de son origine. Donc, en fait, l'idée de base, le propos central, c'est s'éloigner d'une approche instrumentale de la gestion. Ce que je voudrais arriver à faire, que j'ai du mal à faire, c'est à vous mettre en haut pour que je puisse voir mes diapos. Alors, je regarde ça. Bon, je vais vous mettre là pour l'instant. Et je sais qu'il y a les moyens de vous avoir en galerie sur le côté, mais enfin, bon, ça va. Donc, l'idée, c'est de sortir d'une vision instrumentale de la gestion sans pour autant minorer sa dimension technique. Je propose une lecture que je qualifie de socio-technique. Je pense que la gestion, c'est pas seulement la lecture qui en est faite, c'est aussi dans son être d'être une socio-technique, de combiner du social avec de la technique. Alors, mon point de départ, je vais y venir, c'est une réflexion sur l'instrumentation de gestion et que j'ai intégrée plus récemment avec Nathalie Rollet-Crozet dans un raisonnement plus large pour raisonner en termes de dispositifs. Je vais m'expliquer sur tout ça. Alors, je ne fais pas comme je fais dans le bouquin, parce qu'en fait, dans le bouquin, je commence toujours par un récit. Je sais que c'est un moyen d'accrocher l'attention. Bon, j'ai fait l'hypothèse que ceux qui étaient là avaient déjà leur attention accrochée, donc je ne vais pas commencer par une petite histoire et je vais plonger d'emblée dans le vif du sujet. Alors, à l'origine de tout ça, il y a des étonnements initiaux. Il faut vous dire que je suis arrivé à l'université en faisant un passage par la pratique. J'ai été professionnel de la gestion des ressources humaines en entreprise et j'étais dans une position à un moment donné où j'étais amené à réfléchir sur un peu les comportements que je constatais et j'ai trouvé curieux à l'origine, et c'est ça qui a déclenché mon intérêt pour les outils de gestion, l'instrumentation de gestion, le fait que les praticiens, vis-à-vis de ces outils, oscillent entre une fascination, on parle chez nous des usines à gaz, mais les usines à gaz effraient, mais en même temps elles fascinent. C'est-à-dire qu'on vitupère contre les usines à gaz quand on est soumis à elles, mais en même temps, on a l'impression que certains édifices techniques
ressemblent fortement à des usines à gaz et font le bonheur de leurs concepteurs, pas forcément des utilisateurs. Et puis, parfois, c'est une indifférence qui se manifeste, c'est-à-dire on fait comme si tout ça, ce n'était pas très intéressant. Bon, on ne va pas s'occuper de ces petites choses. Hein. Développons des raisonnements stratégiques, hein, stratégique étant un espèce de, comment dire, de joker du vocabulaire pour signaler l'importance de ce à quoi on s'intéresse. Alors, autre élément d'étonnement, ben, les praticiens sont rarement satisfaits de leurs outils. Hein, un cabinet de conseil qui fait peut-être plus ce genre de choses-là, conseil en stratégie Bain, relevait systématiquement dans ses enquêtes à la fois l'intérêt constant pour certains outils, bah, évoquons par exemple la planification stratégique, qui est une sorte d'indéboulonnable, et le fait qu'on n'en est pas content. Et pourtant, ça survit. Donc ça, c'est aussi un point de départ de cette réflexion. Et aussi le constat, c'est aussi un sujet d'étonnement. Quand je m'intéressais à ça, puis j'ai eu un peu de mal à trouver des gens qui, parmi les chercheurs qui s'intéressent aux outils de gestion, qui les prennent au sérieux. Alors, à partir de tout ça, ben, j'ai fait des apprentissages en lisant. J'ai beaucoup été inspiré à mon origine par des gens qui aident à penser le concret. Là, le concret, c'est pas seulement quelque chose qui est posé là comme une chose, c'est quelque chose, c'est un ensemble d'entités qui nous résistent, qui exercent une force sur nous. Donc, c'est important, qui nous révèlent, qui sont autant, qui nous conçoivent autant comme êtres agissants qu'on les a conçus eux-mêmes ou elles-mêmes, ces entités. Alors, il y a des gens qui m'ont aidé à réfléchir à tout ça. Alors, je ne vais pas développer, bien sûr, tous ces auteurs, mais j'étais inspiré à mon départ, je dirais, c'est l'ethnologie, l'histoire des techniques qui m'a inspiré, notamment un auteur c'est pas des auteurs forcément très connus, hein, André-Georges Audricourt, bon, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La technologie sciences humaines, que j'ai quasiment paraphrasé dans mon premier bouquin sur ces sujets, qui s'appelle L'instrumentation de gestion, la technologie de gestion sciences humaines. Un philosophe comme Simondon m'a beaucoup inspiré aussi. Hein, Simondon, le philosophe qui s'est penché notamment, parce qu'il a une œuvre très étendue, mais sur les objets techniques et leur mode d'existence, ce qui interpelle. Comment les objets techniques pourraient-ils avoir une existence? Alors, en gestion, progressivement, on a été aussi familiarisé à ça via la sociologie des sciences notamment, mais c'est encore quelque chose qui fait scandale, y compris parmi les sociologues. Dagonet est un philosophe, François Dagonet, qui est un philosophe de la technique, qui m'a beaucoup inspiré aussi, notamment sur sa réflexion sur les objets. Hein, il a écrit un bouquin, Éloge de l'objet, que je trouve admirable, mais il en a écrit beaucoup d'autres, il y en a 8 derrière moi, qui sont puisque vous voyez, je suis dans ma bibliothèque, ce n'est pas pour vous impressionner, ce n'est pas un fond d'écran, c'est là où je travaille le plus habituellement quand je ne suis pas à Paris, puisque là, je suis dans ma maison à Angers. Alors, la psychologie m'a aussi inspiré, notamment tout ce courant qui vient du Nord, là aussi, mais de l'ex-URSS, puisque la théorie de l'activité, la réflexion sur le rôle de l'instrument dans les systèmes d'activité est née avec Vygotsky au début du XXe siècle. Et c'est aussi quelque chose qui a fécondé ma réflexion. Et puis, il y a eu des travaux quand même importants, sérieux, qui ont été menés au Centre de recherche en gestion de l'École polytechnique, notamment avec un
un travail qui est disponible en ligne, d'ailleurs, que l'auteur a eu enfin, c'était presque une coquetterie, de ne jamais publier, hein, qui s'appelle La technologie invisible, Michel Berry, sur la façon dont cette technologie invisible, cette logistique, nous structure à notre insu beaucoup plus sûrement que ne le fait la stratégie et les grandes pensées des dirigeants. Et puis, le CGS, le Centre de gestion scientifique de l'École des mines, avec les travaux d'Atchuel et Veil, notamment, et d'autres. Alors, en philosophie, j'aurais pu citer Foucault aussi. Enfin, mon intérêt pour Foucault est venu un peu en travaillant avec Ève Chiapello il y a quelque temps. Et puis, naturellement, ça s'est renforcé jusqu'à cette production de l'ouvrage Lire le management autrement, qui est largement fondé sur la notion de dispositif. Alors, j'ai eu des fréquentations fécondes aussi. Comment on fabrique ces raisonnements? J'ai eu la chance pendant 7 ans de conduire un séminaire de master recherche commun avec Ève Chiapello, qui était à l'époque à HEC Paris, qui est aujourd'hui à l'École des hautes études en sciences sociales. Et je pense on a bien profité de ce partenariat au cours. Et d'ailleurs, l'ouvrage, on a, on a animé ce séminaire pendant près de 8 ans, et l'ouvrage a mis 7 ans à raison de. Enfin, c'était au moins une réunion tous les 15 jours et au début toutes les semaines pour travailler sur Sociologie des outils de gestion, qui est l'ouvrage qu'on a commis ensemble. J'ai mené des recherches de terrain avec Nathalie Rollet-Crozet, qui est avec moi, qui est l'autrice à mes côtés de Lire le management autrement. Et puis j'ai des collaborations aussi plus récemment avec Damien Mouret, avec lequel j'ai dirigé une thèse, j'ai co-dirigé une thèse. Et puis, il faut vous dire que mes 3 dernières thèses, puisque désormais je suis émérite, donc avec le statut d'émérite, on peut être siégé dans les jurys de thèse, mais on ne peut plus diriger de nouvelles thèses. Mais les 3 dernières portaient précisément sur l'instrumentation de gestion, avec une mobilisation assez forte des philosophes. Pour l'un, c'est Peirce, et on va dire c'est une inspiration sémiotique et pragmatiste qui a inspiré la thèse. Pour l'autre, c'est Simondon, et le troisième, c'est Chatsky, qui est moins connu, peut-être moins influent aussi, et enfin, on va dire, il doit être toujours de ce monde, à ce que je sais. Voilà, donc tout ça, ça m'a bien aidé. Donc c'est jamais, enfin, évidemment, enfin c'est évident, mais c'est peut-être pas mauvais à rappeler que on n'est jamais l'auteur, comment dire, un peu seul propriétaire d'une réflexion, puisque ça se fait beaucoup fécondé par un travail avec d'autres. Alors tout ça, ça m'a conduit à une production, on va dire que j'ai appelé production long cours. J'ai commencé, après une thèse tardive, puisque je l'ai soutenue en 97 par un bouquin qui est une espèce de transformation de la thèse sur l'instrumentation de gestion, puis un ouvrage avec Ève que j'ai évoqué tout à l'heure sur la sociologie des outils de gestion, et plus récemment, je pense que c'est ces derniers ouvrages qui ont attiré plus spécialement l'attention d'Olivier, avec Lire le management autrement, dans lequel je vais rentrer plus précisément, et puis Philosophie et outils de gestion, qui est en fait là un ouvrage collectif que nous avons co-dirigé Damien et moi, et qui mobilise une douzaine de philosophes, et qui dit en quoi ces philosophes inspirent la réflexion sur les outils de gestion, même quand les philosophes en question ne sont jamais intéressés spécialement aux outils de gestion. Enfin, Foucault l'a fait, mais sans en avoir conscience, je dirais, parce que finalement, certains des dispositifs qu'il décrivait sont bien, de mon point de vue, des dispositifs de gestion, mais d'autres l'ont fait peut-être un peu plus précisément, mais la plupart de ces philosophes qui sont très inspirants n'ont jamais travaillé directement sur les outils de gestion, mais on en a inspiré d'autres.
Alors, qu'est-ce qui résulte de tout ça? Tentative pour renouveler la façon d'aborder la gestion, essayer de sortir la gestion, enfin, contribuer à sortir la gestion de ces cloisonnements traditionnels. Moi, je suis toujours fasciné, enfin fasciné en même temps, un peu, pas étonné, parce que tout ça, ça résiste à l'épreuve du temps, mais de voir que la gestion est toujours raisonnée à travers les vieux découpages fonctionnels, fonctionnalistes, même de Fayol, hein, Henri Fayol. Hein, je prends administration générale et industrielle et le raisonnement de Fayol sur l'outillage administratif et son découpage en fonction de gestion. Et je retrouve aujourd'hui des choses qui y ressemblent, y compris en France, dans les sous-disciplines de gestion, marketing, système d'information, GRA, stratégie, chacun chez soi, et les vaches seront bien gardées, comme on dit dans certains de nos départements. Alors, moi, je trouve que tout ça, d'abord, ça emprisonne, ça cloisonne, hein, et Dieu sait si en ce moment, on essaie de ne pas être plus confiné que nécessaire. On y est contraint, mais on essaie de s'en échapper. Je pense qu'il y a un intérêt à développer des approches plus transversales. Cette notion de dispositif y concourt. Et puis, bon, c'est vrai aussi que quand on arrive dans dans la dernière époque de sa carrière, on est plus à l'aise pour développer de la transversalité. C'est jamais très apprécié. Nous sommes comment dire, sollicités par nos instances comme le CNRS à être transversaux, mais finalement les labos de recherche sont évalués aussi sur la capacité à bien marquer qu'elles ont un ancrage sous-disciplinaire visible. Hein, donc c'est toujours un peu difficile. Cette idée aussi de dépasser le champ d'application des origines, des cadres institutionnels, organisationnels aussi dans lesquels la gestion a été conçue, hein, et j'en viens au troisième point en disant finalement ne pas considérer l'entreprise comme étant forcément le modèle de référence de toute pensée organisationnelle, hein, éviter de faire comme le faisait un de mes intervenants quand j'étais jadis responsable d'un master en management des associations, disait les associations sont comme des entreprises comme les autres, simplement un peu plus en retard. Comme si mais alors des fois les dirigeants d'associations se laissent prendre à ce discours. Hein, je me souviens dans un forum, un dirigeant d'une grande association se comparait à un dirigeant de PME, disant qu'il se voyait bien dans ce rôle. Et je n'ai pas hésité à lui dire qu'il s'était trompé très certainement de poste, qu'il fallait qu'il s'oriente vers une autre fonction que celle qu'il occupait aujourd'hui. Parce que pour moi, un dirigeant d'association ne pouvait être un dirigeant d'entreprise. Une association sans but lucratif n'a pas d'abord vocation à faire une performance économique et à satisfaire ses actionnaires. Alors voilà le raisonnement de base. Chercher l'unité aussi derrière la diversité des pratiques et des techniques. Essayer aussi de raisonner dans une articulation connaissance-pratique qui ne subordonne pas la pratique à la théorie. Je pense qu'on ne peut pas se prévaloir en gestion de quelque chose comparable, je dirais, au génie industriel par rapport aux sciences physiques et chimiques. Hein, on est quand même dans un autre, je pense qu'on est dans un autre rapport à l'environnement. Les chercheurs ne sont pas au-dessus des praticiens, mais ils ne sont pas non plus en dessous. Hein, ils sont à côté, ils ont une position spécifique. Je pense que si un chercheur se met à se voir comme un praticien, il est peut-être de la recherche, mais tel qu'il en existe en entreprise comme un professionnel, il se trompe. Et en général, quand on demande à un praticien de se comporter comme un académique, sauf si lui-même a fait le cheminement que fait tout académique, ça ne résiste pas très longtemps à l'épreuve de son public. Alors, et au final, penser la gestion selon, comme je le disais, un prisme sociotechnique
Moi, j'ai été très inspiré à mes débuts professionnels par la sociotechnique. Je suis revenu un peu plus tard parce que le raisonnement sociotechnique, cette idée de penser conjointement le social et la technique de manière liée, en la sortant de l'univers industriel, puisque la grande époque de l'ancienne sociotechnique, c'était finalement les industries d'extraction, les industries manufacturières, et on en est, c'est plus, je veux dire, c'est plus ça qui modèle aujourd'hui le raisonnement, hein, même si, bien sûr, et Dieu merci, il existe des industries encore d'extraction et du manufacturier, on en a moins en France qu'on devrait en avoir, c'est notre problème, mais enfin, il en existe quand même. Mais même l'univers industriel aujourd'hui est pensé selon des modèles qui n'ont plus grand-chose à voir avec ce qu'ils étaient quand on va dire, la théorie classique des organisations s'est élaborée. Et puis mettre les dispositifs au cœur de l'analyse et de l'action de tout ça. Alors, quel renouvellement? On s'intéresse toujours, ça continue bien sûr à mobiliser aux techniques et à l'instrumentation qui gardent toute leur importance, mais inscrites dans des dispositifs. L'instrumentation ne vit pas seule. Il y a le rôle des idées, du langage, des espaces, j'y viendrai, qui caractérise ces dispositifs et qui a évidemment tout autant d'importance que peuvent l'avoir les outils de gestion, même s'il m'a semblé important à une certaine époque, c'est toujours vrai aujourd'hui, de mettre l'accent sur ces entités qui sont trop souvent laissées de côté. Alors, dans cette notion de dispositif, on va dire, il y a une inspiration foucaldienne, bien évidemment, mais je dirais la connotation disciplinaire en moins. En plus, Foucault, on va dire, bien, cette notion de dispositif, dont il n'est pas d'ailleurs le fondateur, mais enfin, ça s'enracine très loin, puis on ne va pas se lancer dans cette quête de l'histoire de la notion de dispositif, mais elle a surtout été mise en avant quand il était dans ses réflexions qui ont donné lieu à Surveiller et punir, avec le panoptique. Et je pense qu'on peut très bien penser le dispositif indépendamment de cette connotation, même souvent si cette notion de dispositif a été pensée par, on va dire, les sciences sociales critiques. Alors, je n'ai rien contre les sciences sociales critiques, mais je pense qu'on peut très bien raisonner dispositif indépendamment de la charge critique que contenait la notion à son origine. Alors, du coup, ça nous a conduit à tenter une définition de la gestion, parce que c'est quand même assez paradoxal de voir que beaucoup de manuels de gestion ne précisent pas quel est leur objet. C'est quoi la gestion? Alors, nous, ça fait une définition un peu à rallonge, forcément. Elle est forcément discutable, elle est faite pour ça. Quand la gestion, donc, a pour objet, écrivons-nous avec Nathalie, la régulation instrumentée d'activités collectives organisées, considérée comme une classe de conduite qui a un rapport supposé avec la performance de l'organisation, leur supposé, parce que c'est à interroger, et dont la compréhension est indispensable pour fonder des applications en accord avec cette finalité. Ouf, j'en ai fini. Alors, il faut prendre son élan pour lire cette définition. Enfin, on a essayé d'y mettre tout ce qu'on voulait y mettre, avec dans le bouquin un retour sur chacun des termes clés. Alors, donc, cette notion de dispositif constitue en quelque sorte un aboutissement provisoire, on va dire, enfin une étape clé dans une réflexion. Hein, avec cette idée, on est sur une entité qui est une composition hétérogène. Alors, je reprends quasiment les termes là, de Foucault, à une formation historique. Hein, le dispositif ne tombe pas du ciel, il a une fonction stratégique, c'est important, c'est clé, et il est provisoire, évolutif. Alors, nous, dans cette notion de dispositif, on essaie d'attraper ces noms limitatifs, mais dans ce bouquin, plusieurs éléments
qui ne sont pas des, comment dire, enfin, qu'on analyse par commodité, séparément, mais qui fonctionnent de manière synergique entre eux, hein, qui ne doivent pas être pensés comme indépendants. Hein. L'idéologie, le langage, l'instrumentation et l'espace. Alors, tout de suite, pour être au clair sur idéologie, nous, on ne met pas dans idéologie la charge marxiste, c'est-à-dire qui est un peu à l'origine de cette notion. On emprunte plutôt une définition culturaliste de l'idéologie. On ne pense pas qu'il puisse y avoir une action humaine sans idéologie, c'est-à-dire finalement sans pensée sociale orientée par des croyances, des valeurs, des normes. Hein. Et ça, pour nous, c'est une fiction, l'idée d'aborder les phénomènes gestionnaires comme si ils pouvaient être abordés en toute neutralité. Alors là, on vous livre l'architecture de l'ouvrage. On commence au début à essayer de préciser ce qu'on entend par c'est quoi les sciences de gestion et à quoi elles devraient viser. Qu'est-ce que c'est que l'organisation au-delà de l'entreprise? Hein, on a tendance aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous avez évolué au Québec là, dans la même direction, mais à parler des organisations en général, alors en les pensant comme des entreprises et parfois même en utilisant le mot entreprise pour désigner des organisations qui n'en sont pas. Hein, donc là, on élargit et on pense aussi que l'organisation ne s'arrête pas à la porte d'une organisation définie en tant que structure, hein, qui a un début, une fin. Enfin, je ne parle pas là de la société juridique, mais de l'organisation comme un espace. Mais l'organisation peut fonctionner à différentes échelles. Il y a des travaux aujourd'hui qui existent d'ailleurs sur la méta-organisation, hein, ces organisations d'organisation qui regroupent au sein de fédérations, de clusters, de pôles de compétitivité ou d'autres entités des organisations diverses et qui sont elles-mêmes des organisations. Le dispositif de gestion vient comme un point d'atterrissage de ces deux premiers chapitres et après, on aborde successivement les éléments que j'ai évoqués, l'idéologie, sans laquelle on ne pourrait pas gérer puisque ça fournit des pensées pour gérer, le discours gestionnaire, le parler gestionnaire au-delà du discours, l'instrumentation et puis l'ancrage spatial et territorial pour mettre tout ça en scène dans un dernier chapitre, hein, qui porte sur les agencements pour comprendre la dynamique des dispositifs et l'interaction entre ces différents éléments. Alors, toujours pour continuer dans la présentation du bouquin, on commence toujours par justifier le chapitre. Pourquoi ce chapitre? Et en proposer un plan général et après on démarre par un récit. Hein, cette idée m'est venue il y a déjà bien longtemps en écrivant un pamphlet qui s'appelait Le management des apparences, incantation, pratique magique et management. Hein, c'était une charge contre l'idée de penser l'entreprise comme une entité rationnelle très éloignée de la pensée primitive. Donc, il faut voir ça un peu comme une pochade, hein, mais je suis assez content d'avoir écrit ça. Et l'ouvrage est toujours en vente d'ailleurs, parce que ça a été édité par un éditeur qui ne cherche pas à faire trop d'argent, qui est l'Harmattan. Hein, ça date de 1993. J'ai écrit ça avec Claudine Gillot. J'ai repris l'idée finalement de s'appuyer sur des narrations, non pas pour faire dans le storytelling, mais parce que je pense que c'est un moyen d'embarquer le lecteur. Donc, nous avons fait ça dans Sociologie des outils de gestion avec Ève, et puis avec Nathalie Rollet-Crozet, j'ai repris ce procédé. Chaque chapitre démarre par un récit qui met en scène
des protagonistes et qui permet de façon non conceptuelle directement de poser le sujet, et puis après, le reste de l'organisation, c'est un développement théorique de l'organisation, et on revient sur des concepts clés qui ont fait l'objet de la narration, du récit. On illustre tout ça par des mini-cas, on revient sur le récit pour regarder comment théorie et pratique se rencontrent et proposer une lecture, enfin donner des éléments de lecture, non pas des corrigés, mais des éléments de lecture du récit. Ce qui fait que ce bouquin peut être utilisé, nous l'utilisons, et ma collègue Nathalie Rollet l'utilise comme tel, comme un manuel, hein, et pas uniquement comme un support pour des chercheurs ou apprentis chercheurs. Et puis on termine par qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, là, le en bref. Alors, je vais pas faire les 2 chapitres, je vais en faire un pour qu'on ait le temps après de débattre et pour rester dans mon enveloppe de temps, enfin pas trop la franchir. Le premier chapitre porte sur… Alors tous les chapitres aussi sont précédés d'un petit dessin là alors on a été aidé par Manu Clabec là, qui est un graphiste on pense que ces dessins peuvent aussi être des supports pédagogiques pour introduire au sujet du chapitre. Alors donc on explique là, on commence par une réunion de comité de direction d'abord. Et dans cette réunion de comité de direction, on montre que les gens ne sont pas d'accord, ce qui est normal. C'est-à-dire si, dès l'ouverture d'un comité de direction, tout le monde était d'accord, imaginons qu'il soit 5 à parler, il y en a 4 de trop, ce n'est pas la peine. Il est attendu que dans un comité de direction, plusieurs pensées s'expriment, plusieurs logiques soient à l'œuvre. Et j'explique souvent, j'ai eu à le faire souvent avec les DRH qui avaient tendance parfois à singer d'autres de leurs collègues considérés comme étant plus, plus valeureux, ou en tout cas reconnus plus valeureux qu'eux, qu'il ne fallait sûrement pas chercher à singer le directeur financier ou tel autre grand personnage, parce que rapidement on s'apercevrait que le DRH ne servait à rien. Donc il faut, c'est normal qu'il y ait donc on met ça en scène, et on explique ensuite que derrière tout ça, il y a des idéologies différentes. Et donc on développe ce concept d'idéologie de façon dédiabolisée, et on montre comment cette idéologie finalement irrigue non seulement le discours, souvent d'ailleurs c'est à travers le discours qu'on accède à la pensée qui l'anime, mais aussi les outils de gestion qui cristallisent de l'idéologie, qui les enquistent, qui les véhiculent et qui en produisent, par ailleurs. Bon, si ça vous incommode, idéologie, vous pouvez mettre pensée sociale à la place. Moi, ça me va bien aussi, parce que c'est ce dont il s'agit. Et en fait, ce comité de direction, on voit qu'on a des visions du monde qui sont en concurrence les unes avec les autres, alors qu'on peut lire d'ailleurs, il y a 2 clés de lecture qui sont fournies dans ce chapitre. Une qui est tirée de la psychologie sociale, sur l'anatomie de la pensée sociale, et une autre qui est tirée de la sociologie des conventions. Donc, vous voyez, on montre qu'on peut tirer de l'une et de l'autre des enseignements utiles pour comprendre comment les choses se passent dans cette réunion de comité de direction et ce qu'on peut tirer de cette confrontation. Alors, je vais passer simplement, je vous le signale quand même, le dernier chapitre, parce que tout ça, je l'ai évoqué tout à l'heure, on commence par des commodités analytiques que sont chacun des constituants du dispositif, et puis on en vient, là, vous voyez ce système de galaxies, là, on montre comment les agencements entre ces éléments tournoient, se déplacent, et on n'est pas du tout dans quelque chose de statique qu'il faut superposer, mais plus dans quelque chose de vivant qui est en mouvement.
Alors, en conclusion, on va dire qu'est-ce qu'on apporte, enfin, qu'est-ce qu'on a voulu apporter. J'espère on a à peu près réussi. Une vision élargie de l'utilité des sciences de gestion. On pense que les choses les plus utiles ne sont pas forcément utilitaires. Ça m'a bien plu, enfin, je ne suis pas toujours prêt à, comment dire, à circuler derrière lui, à le suivre, mais Alain Caillé avait écrit un papier une fois qui s'appelait « De l'inutilité des sciences sociales utilitaires ». Mais je pense que ça peut s'appliquer aussi en partie à la gestion. À vouloir faire trop utilitaire, on fait souvent des choses extrêmement inutiles. Donc, qu'est-ce qui est utile? Je veux dire, de donner un supplément de compréhension. Ça peut être utile. Donc, vous voyez, cette vision élargie, c'est ça. C'est finalement non pas fournir une ingénierie clé en main, mais fournir une vision élargie de ce à quoi servent les sciences de gestion. Et c'est ça, cette vision élargie. Avoir un positionnement épistémologique aussi spécifique. On est très en lien dans ce bouquin et dans nos recherches avec les pratiques, et on offre aussi en perspective des méthodologies d'analyse nouvelles. Et d'ailleurs là, avec Nathalie, on est en train de s'atteler à un nouveau bouquin qui porte sur la recherche de terrain, qui poursuivra, parce qu'on se dit que quand même on a laissé le lecteur un peu partiellement sur sa faim, sur comment on opérationnalise tout ça. Donc, on revient là-dessus avec un bouquin sur la recherche de terrain. Bon, maintenant, j'ai assez papoté et je vais vous laisser prendre la parole pour qu'on échange ensemble, parce que le but, c'est un échange, bien sûr. Ce n'est pas simplement que je puisse raconter toutes les choses qui me passent par la tête. Donc, merci pour votre attention. Et puis, je suis maintenant avec vous pour échanger. Merci beaucoup, Patrick. Je propose de départager l'écran pour qu'on puisse Voilà, absolument. se voir. Merci beaucoup. Il commence à faire nuit chez vous. Oui, il commence à faire nuit, effectivement. À 5h30, à 17h30, ça commence. Là. Alors, les jours rallongent un peu, forcément, mais pas encore, pas encore beaucoup. Merci pour cette invitation à la lecture de votre volume. Et puis, je laisse la parole à qui veut la prendre. Sentez-vous bien à l'aise. Est-ce que Rim, tu souhaitais intervenir? Oui. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, on Oui, t'entend je très bien. t'entends. Tout d'abord, je tiens à remercier Olivier pour cette opportunité d'apprentissage et d'échange. Également, professeur Gilbert, pour la clarté de l'exposé. Au-delà, en fait, de ce rapprochement entre la technique et le social, il y a aussi un rapprochement entre connaissances et pratique. Et là, je me demande à quel point ce rapprochement pourrait nous pousser en tant que chercheurs, en tant que doctorants, à repenser nos manières d'appréhender nos objets de recherche. Ça, c'est un questionnement et qui pourrait accompagner tout chercheur qui ne s'y situe pas dans le courant dominant et qui essaye de voir et d'approcher les choses autrement. J'ai aussi en fait une question. Lors de votre exposé, vous avancez que derrière la diversité, vous essayez de chercher l'unité. Là, je n'ai pas vraiment très bien saisi cette idée. Si vous pouvez l'expliquer davantage. Voilà. D'accord. Je vous remercie de vos deux principales remarques là, qui montrent que vous m'avez bien écouté et qui me paraissent tout à fait justifiées. Alors, sur le rapport entre connaissance et pratique, c'est ce pourquoi on reprend la main, Nathalie Rollet-Creuset et moi, pour poursuivre. Là, c'est effectivement, alors,
effectivement, on n'est pas très mainstream. Enfin, je pense que il n'y a pas de, comment on dit, il n'y a pas d'erreur de casting. Si Olivier Germain m'a invité, c'est pas en pensant que je me situais. Parce que, alors moi, j'ai jamais été. D'abord, je suis arrivé moi à la recherche par la pratique. J'ai eu 3 moments de ma vie professionnelle. Un moment où j'étais praticien en entreprise, et puis un moment où j'ai fait du conseil et des études dans un organisme d'études et de conseil, et puis ensuite, tout en commençant à avoir un bout de fréquentation avec l'université, puis ensuite carrière universitaire. Et moi, j'étais toujours soucieux d'établir ce lien, et je trouve que c'est vrai que c'est quelque chose de difficile. Je disais tout à l'heure que ben, connaissance et enfin, théorie et pratique, enfin, c'est un lien qui est difficile à établir. Je ne suis pas toujours persuadé que ça soit en faisant, comme on le fait parfois de manière malhabile, des réunions où il y a des praticiens et des chercheurs, mais sans d'ordre du jour autre que la fréquentation des uns par les autres, qu'on arrive vraiment à progresser. Alors, Alors, ce sujet de la connaissance, là, c'est quelque chose auquel je suis sensible aussi parce que j'ai été invité par des collègues là, sur outils de gestion et connaissances. Et donc, finalement, comment les outils de gestion participent à des régimes de vérité, comme dirait Foucault, comment ils véhiculent et comment ils nous disent des choses qui, je dirais, c'est plus difficile pour un outil de gestion de nous mentir une fois qu'il a été conçu que pour un discours. Donc, je suis effectivement très sensible à ça. Enfin, voilà comment je répondis par rapport, je ne sais pas si je vous réponds directement, mais par rapport à connaissance, parce que c'est un débat, ça serait un débat très long. Par exemple, il faudrait s'interroger sur la connaissance pratique versus la connaissance scientifique, sans forcément les opposer. J'ai reparcouru dernièrement un bouquin qui était un peu un bouquin promoteur de la sociologie de la connaissance de Gurvitch. Je trouve ça, c'était éminemment intéressant. C'est pas quelque chose de très simple. Je suis pas sûr que la connaissance en sciences de gestion doit se construire sur une rupture complète entre les savoirs ordinaires de sens commun. Et je pense qu'il faut pénétrer, comprendre. J'aurais une position, moi, plus ethnographique, plus inspirée par l'ethnologie pour pénétrer le monde de la gestion. Je fais de la recherche de terrain. J'ai appris beaucoup de choses. Mes 2 derniers épisodes dont je suis le plus fier, ça a été 15 jours d'observation dans une usine chinoise de Michelin et 3 semaines dans un bloc opératoire de chirurgie orthopédique. Vous voyez, c'est comme ça que je construis ma connaissance en gestion et pas trop avec les bases de données ou les. J'ai rien contre. Hein. Il m'arrive de faire J'ai fait du quantitatif au début de ma vie de chercheur parce qu'il fallait montrer que j'étais capable de manipuler la statistique, mais je m'en suis progressivement éloigné parce que je trouve qu'il y a plus à connaître, à fréquenter le terrain. Alors sur l'unité, parce que là, sur l'unité des sciences de gestion, oui, moi c'est un de mes vieux rêves. Au-delà de ça, j'aimerais qu'il y ait je rêve à l'unité, à la refondation des sciences du travail. Mais enfin, ça nous emmènerait un peu loin. Mais sur la gestion, je pense qu'il y a un risque dans la surspécialisation qui accourt à ce que progressivement on perde de vue l'essentiel. C'est-à-dire que les pratiques dans les organisations ne sont pas réglées sur des connaissances microdisciplinaires.
hein. Il y a les problèmes que les professionnels ont à traiter sont des problèmes par essence multidisciplinaires. Les seuls problèmes monodisciplinaires qui se posent dans les entreprises sont des problèmes générés par la discipline elle-même, enfin, ou son incarnation locale. Hein, quand on dit par exemple qu'on a un problème de formation, comme je viens de la GRH, même si je me suis baladé ailleurs, les problèmes de formation sont souvent des problèmes qui naissent des pratiques de formation elles-mêmes, donc il n'y a pas de problème de formation, il y a éventuellement un problème de manque de compétences, un problème organisationnel pour lequel on pense que la formation pourrait être une solution. Et peut-être que c'est là le problème, justement, d'avoir pensé que c'était une solution, vous voyez. Donc, je veux dire, la gestion comme régulation de l'action organisée sous contrainte de performance, en mettant un S au pluriel, ça me paraît recouvrir ce qu'est la gestion, beaucoup plus sûrement que l'addition marketing, GRH, stratégie, compta contrôle, etc. Donc, penser l'unité des sciences de gestion, c'est penser la transversalité comme, on va dire, repenser la transversalité, ce que faisaient les auteurs classiques, les classiques de la théorie des organisations, à l'origine, alors avec un autre, on va dire, le paradigme n'était pas le même. Hein, on avait tendance à penser l'unité de la gestion à l'aune de l'application de lois mécaniques. Hein, mais c'est un peu ça le projet, c'est de repenser, mais à l'aune du savoir moderne. Merci beaucoup, c'est très clair. Alors j'ai tendance à prendre du temps dans mes réponses, j'essaierai d'être plus bref. On a une intervention de notre collègue professeur Ebrahimi. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir organisé cette extraordinaire rencontre. Merci à vous, professeur Gilbert. J'ai autant de plaisir à vous écouter que de vous lire. Et un de vos livres, ce sujet des outils de gestion, fait partie des lectures obligatoires dans mon cours de management. Ah ben, merci. Donc, j'ai envie de vous poser deux questions qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais aussi bien dans vos écrits que dans votre exposé, on voit le terme gestion souvent, mais jamais le terme management. Est-ce que pour vous, vous les considérez comme équivalents ou de fonctions de deux univers différents? Est-ce que l'univers de management est aussi exposé aux questions de dispositifs ou pas? Ça, c'est ma première question. Et comment vous interpréteriez le concept de dispositif dans l'univers numérique ou datacratie ou cette espèce de transformation numérique qui permet aujourd'hui de développer des outils encore plus invasifs, plus je dirais, performants dans le sens négatif du terme, et comment ça pénètre l'univers et comment ça d'une certaine manière, limite encore davantage le champ d'action de gestionnaire ou de manager. Voilà, donc j'ai beaucoup de questions, mais je vais me contenter. Merci, mais ça me va bien. Alors, moi, j'ai une sorte de différent avec la gestion, le management. Je pense que déjà, ça fait partie d'une séparation préjudiciable de considérer qu'il y a d'un côté la gestion et de l'autre côté le management. Donc là, je rejoindrai un peu des réflexions que j'ai entendues tantôt chez vous, enfin chez vous, je veux dire au Québec. C'est quand même... Aujourd'hui, on se met à appeler notre discipline en France les sciences de gestion et du management. Pour moi, c'est la même chose. Alors, je comprends la subtilité. Je vois bien que quand on parle de gestion, on tire un peu plus du côté de la technique. Et quand on parle de la gestion, on tire plus du côté de l'animation, de la dynamique, au-delà de la technique. Mais moi, je trouve cette rupture, enfin cette séparation préjudiciable à la compréhension d'ensemble. Hein, parce que dans le management, il y a de la gestion, dans la gestion, et réciproquement, je dirais. Donc, la séparation me gêne. Alors ça, c'est pour répondre au fond un peu sur les vocables. Mais j'entends bien aussi en arrière-plan la question de
de la technique. On a eu à s'intéresser avec. J'ai travaillé sur ce qu'on appelle en France les entreprises libérées. Ça nous vient de Liberating Management, là, c'est les successeurs dans le prolongement, la queue de comète de l'excellence, là. Et j'ai pu voir, enfin, je me suis intéressé, d'ailleurs, on a fait un chapitre d'un bouquin en anglais, dans un bouquin qui est paru chez Palgrave, dirigé par De Vosjani sur la matérialité, sur les techniques, la matérialité même. Moi, je fais la différence, enfin, inspiré par Calon-Latour, notamment, de matérialité, physicalité. Il y a de la matérialité dans le management, un référentiel une charte des valeurs, c'est aussi de l'ordre de l'instrument de gestion. Une conception de l'organisation qui amène à développer des rôles nouveaux qui ne sont plus des rôles simplement de superviseur, mais des rôles de coach, des rôles de mentor, des rôles. Ça relève aussi du formel. Alors, c'est un formel qui s'abrite dans l'implicite, en arrière-plan, mais qui renvoie aussi, à une certaine matérialité. Alors, sur le deuxième plan, dispositif et digital ou numérique, digital si on veut singer les US, ou numérique si on veut parler un peu plus français, mais aujourd'hui en France, on dit beaucoup digital, on a l'impression que c'est plus moderne. Évidemment que le raisonnement sur les dispositifs fonctionne. Le travail que nous avons fait, qui est paru dans le dernier numéro de la revue de gestion des ressources humaines, où ils font un numéro international qui est plutôt moins lu que les autres, mais peu importe, il est en anglais, et donc les Français le lisent moins, et comme les anglo-saxons savent que c'est une revue française qui est indexée, qui est sur Kern, les anglo-saxons n'y viennent pas, quoi. Donc, mais peu importe, c'est une revue très, très honorable et bien classée en France. Et nous avons écrit un article avec Anne-Charlotte Tegborg sur notre expérience de Michelin, où on regarde comment finalement interagissent dans une symbiose les technologies numériques et les acteurs humains. Et en fait, on s'était intéressé là chez Michelin aux liens, aux effets réciproques de la responsabilisation des opérateurs en production et de la digitalisation. Alors, j'ai été très influencé aussi sur tout le raisonnement sur le numérique par des travaux qui ont été faits par un psychologue cogniticien qui s'appelle, cognitiviste plutôt, qui s'appelle Pierre Rabardel, qui est dans la filiation de l'école soviétique sur la théorie de l'activité, et aussi par, plus jeune, beaucoup plus jeune, par Marc-Éric Bobillet, qui travaille aujourd'hui au CNAM, qui a succédé à Yves Clos à la chaire de psychologie du travail, et qui s'intéresse à l'appropriation et à l'acceptabilité des technologies. Et donc, le raisonnement fonctionne tout à fait, ce raisonnement sur les dispositifs fonctionne tout à fait sur les technologies numériques. D'ailleurs, beaucoup de ces technologies, on devrait dire d'ailleurs, si j'étais attentif à mon vocabulaire, je ne devrais pas utiliser là le mot technologie, mais c'est le plus souvent employé, beaucoup de ces technologies sont des technologies de gestion. Donc, et le raisonnement voyage tout à fait quand on passe. D'ailleurs, c'est aussi dommage, et c'est un effet de ce cloisonnement, que les gens de systèmes d'information n'aillent pas s'approvisionner ailleurs que sur leur terre, et que les gens d'autres sous-disciplines de gestion n'aillent pas voir du côté des systèmes d'information, parce qu'il y a penser, par exemple, les outils du contrôle de gestion à partir de théories qui relèvent
de l'acceptabilité des technologies, ça peut faire progresser le contrôle de gestion. Donc, c'est tout à fait utile, et réciproquement. Merci. D'autres questions, interventions, commentaires? Sentez-vous bien à l'aise? Vous pouvez lever vos mimines électroniques ou vos mimines virtuelles ou vos vraies mimines. Ou utilisez le clavardage. Je vais me permettre, pendant que Oui. les gens réfléchissent peut-être à des questions. En tout cas, moi, merci, Monsieur Gilbert, Olivier. Ça nous fait un cadeau de Nouvel An pour bien commencer, d'avoir ces échanges. Ça nous donne un petit coup d'énergie pour les prochains mois de travail, de recherche, de réflexion, de publication. Fait que c'est un plaisir de vous Merci revoir, Nathalie, même si j'espère que c'est vous avez eu quand virtuel. même d'autres cadeaux. Oui, c'est sûr. Mais on pourrait dire c'est une expression peut-être plus québécoise que française, la cerise sur le sundae. Ça peut être le Oui, dernier oui, cadeau d'accord. Oui, oui. d'une longue série. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, Moi, j'aurais interrogations? une question, si personne n'en pose. Pour revenir vers Mehran, qui m'a dit utiliser sociologie des outils de gestion, c'est auprès de quel public étudiant? Ce sont nos étudiants de maîtrise, enfin master ici en management, concentration management. Donc, ils ont un cours obligatoire de fondement théorique du management et c'est dans le cadre de ce cours-là où on s'intéresse beaucoup dans une vision très critique donc, de management et on a toute une partie, donc c'est sur les outils de gestion notamment, il y a votre livre, mais il y a aussi le livre de Marianne Dujarier, donc le management désincarné, donc, bien sûr, oui. et Christophe non, mais Toujours. les deux livres se fréquentent bien. Tout à fait. Et puis le livre de Facteurs humains de Christophe Toujours également, qui d'accord. on essaie de couvrir cette dimension-là. Oui, tout à fait. S'il n'y a pas de questions, moi j'aurais bien deux points si vous pouviez nous informer là-dessus. Le premier, c'est que vous avez évoqué la dimension spatiale tout à l'heure. Et puis, j'aimerais bien en savoir un peu plus là-dessus, là, sur la dimension spatiale, comment vous l'intégrez à la question des dispositifs. Puis le confinement nous interroge aussi beaucoup là, sur les dimensions spatiales. Puis le deuxième point, c'est comment vous abordez la question de l'industrie des outils. L'industrie des outils de gestion qui, pour moi, joue un rôle énorme dans la performativité. Ils n'atterrissent pas de nulle part, ils sont traduits dans les organisations. Si je prends, il y a beaucoup d'outils qui vont performer les pratiques de manière forte. Puis même les travaux d'historiens ont montré que, par exemple, Taylor n'aurait pas été aussi efficace s'il n'y avait pas eu cette chaîne, notamment en France. En France, il a performé les pratiques en France parce que il avait un réseau de consultants, d'acteurs qui autour de lui permettaient de traduire les dispositifs, de les mettre en place. Donc voilà, 2 points. Je ne sais pas si vous pouvez parler. Alors, sur la dimension spatiale, je passerai plus vite parce que dans l'ouvrage, enfin j'ai quelques réflexions, mais dans l'ouvrage, c'est plutôt Nathalie qui a travaillé sur ce point. Alors, enfin, simplement, donc moi, j'ai pas fait de. Je suis en train d'y venir, là, un peu comme tout le monde. J'ai mené une enquête avec 2 collègues là, sur le télétravail et, à la période du Covid, et on a plein de réflexions et d'apports là-dessus, mais c'est encore trop tôt. Mais je pense que ma réflexion, c'est que la structuration des lieux aussi traduit une pensée. C'est-à-dire qu'un lieu n'est pas seulement… Alors là, j'étais influencé à l'origine par des réflexions un peu anciennes de psychologues, puisque moi, je suis arrivé
à la gestion par l'économie industrielle et par la psychologie. Et il y a eu en psychologie sociale des travaux, notamment des travaux d'Abraham Moltz. Ça commence à dater sur l'organisation de l'espace. Gustave Nicolas Fischer aussi, enfin, si ça parle à certains. Et les espaces ne sont pas simplement des contenants, ce sont des structures qui influencent les interactions. Bon, bah, et donc, je pense qu'ils ont tout à fait d'une certaine manière, ils font partie du formel au même titre que l'outil, et ils ont une résistance, même le spatial, c'est quelque chose qui se déforme quand même. Un outil il y a des outils qui ont une certaine malléabilité, hein, pour reprendre. Je ne pense pas que tous les outils soient, comment dire, ont le même potentiel de structuration, je dirais, de contrainte de l'action. Il y a des outils qui sont très malléables, il y en a qui le sont beaucoup moins, même les ERP qui se prétendaient être les dieux du stade, interdisant à quiconque. Bon, en fait, on se retrouve avec des progiciels qui sont dont le noyau stable, c'est 30% des fonctionnalités, puis tout le reste est bien obligé d'évoluer pour s'incorporer dans le vivant, sinon ça ne marche pas. Hein. Et il en est pareil de l'espace. L'espace, c'est une espèce de, à sa manière, c'est pas pensé toujours comme ça, mais je dirais c'est une instrumentation aussi qui agit sur les individus, sur leur conduite, sur les interactions qui nourrissent les uns vis-à-vis des autres. Bon, voilà. Et bon, j'ai pas beaucoup plus que ça à partager. Alors, sur le deuxième point, oui, alors, effectivement, les outils de gestion, c'est aussi il faut voir que c'est aussi des marchandises. Hein, et alors, il y a une espèce de division du travail, je n'ai pas trop insisté là-dessus, mais moi, ça m'est apparu assez vite, ça, où les chercheurs s'occupent de ce qui est noble et les consultants s'occupent de la quincaillerie. Et donc, en France, c'est tout à fait ça. Alors, aux États-Unis, alors au Canada, je ne sais pas, au Québec encore moins, mais aux États-Unis, on a l'impression qu'il y a plus de perméabilité, mais en France, c'est tout à fait ça, quoi. Un chercheur s'aventure assez peu dans l'aventure, dans la conception d'outils. Et un consultant, bon, il essaie de ne pas faire trop conceptuel parce qu'il a l'impression qu'il ne va pas arriver à vendre son truc à l'entreprise. Donc, c'est à travers les outils que sont véhiculés les concepts. Mais alors, parfois, ces outils se mettent ensuite à influencer les chercheurs. Moi, j'ai beaucoup travaillé pendant un temps sur la gestion prévisionnelle, enfin, ce qu'on a appelé tantôt la gestion prévisionnelle du personnel, aujourd'hui qu'on appelle le strategic workforce planning, qu'on traduit même plus en français, qu'on a appelé la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, où finalement, à l'origine, c'est une pratique, il n'y a pas de théorie de ça. Hein, et la théorie s'est faite, pour une part, au travers l'action des consultants. Et alors, il y a des gens aussi qui étaient un peu enfin, entre les deux mondes. Alors, j'ai été de ceux-là, j'étais dans un cabinet, enfin, ce n'était pas un cabinet à proprement parler, c'était un organisme de conseil et d'études, qui était une association, mais enfin, ça faisait du conseil et on faisait circuler les idées, on va dire, de la recherche vers la pratique, et réciproquement, on était dans l'entre-deux. On ne produisait pas d'outils, mais on parlait des outils aux entreprises tout en leur parlant et en parlant aussi aux académiques de ces outils. Donc, d'une certaine manière, il y a eu un article d'ailleurs, Olivier, dit Frédéric Livian là-dessus, qui montrait comment la gestion des compétences avait circulé à travers des acteurs en position un peu de go-between, d'intermédiaire entre les deux mondes. Et c'est sûr qu'on ne fabrique pas des outils de gestion comme on fabrique une centrifugeuse ou je ne sais quoi. C'est pas, il n'y a pas, enfin, encore qu'on puisse, des fois, on peut inventer
des outils sans pour autant avoir la théorie physique et chimique qui lui correspondent. Mais en général, il y a quand même une certaine, comment dire, l'outillage procède assez directement enfin, il y a des feedbacks, mais ça procède beaucoup quand même de la théorie. Alors que dans le monde de la gestion, c'est plutôt l'inverse. Hein, il y a pas... Et c'est vrai que la forme donnée à la conceptualisation via les outils aide beaucoup à la maintenir. Et ensuite, qui la fait circuler? Hein, tous ces acteurs dans lesquels, si on regarde le monde de la gestion prévisionnelle des ressources humaines, là, il y avait à la fois, il y a eu d'abord des consultants, puis il y a eu après des thèses. Alors les thèses se sont faites en France au début des années 90. Première thèse sur la gestion des compétences en France, 1993. Mais pas du tout dans la conception nord-américaine héritée de David McClelland, complètement autre chose. Et puis ensuite, il y a des gens, des nouveaux doctorants qui ont travaillé avec des entreprises de conseil. Et puis, il y a des enseignants qui se sont mis à mettre au point des cours. Et puis, il y a des bouquins qui se sont écrits. Et puis, donc, il y a tout. C'est fascinant d'ailleurs comment les idées circulent. Alors, je pense qu'elles circulent à travers une matérialité, donc ces instruments de gestion, mais beaucoup à travers quelque chose de plus immatériel, qui est le réseau constitué de tous ces gens qui trouvent un intérêt, pas forcément le même, à faire circuler cette connaissance, hein, pour reprendre quelque chose qui avait été un point d'intérêt de Rime tout à l'heure. Hein, la connaissance va circuler d'autant plus qu'elle s'inscrit dans des espaces. On va faire des cours, on va faire éventuellement une option, un module dans un master, on va mettre au centre un certain type d'outillage dont on va parler. Enfin, tout ça. Et donc, effectivement, il y a pas seulement, il y a une industrie, hein, il y a la conception de l'outil, mais il y a tout on va dire, un écosystème dans lequel vit l'outil, qui fait vivre l'écosystème en même temps que l'écosystème, enfin les autres éléments de l'écosystème lui renvoient un supplément d'existence. Ça, c'est vrai que c'est assez fascinant. Merci, merci. Je garde en tête finalement qu'en tant qu'enseignant, on ne prend pas finalement suffisamment au sérieux la pédagogie de l'outil. Et Rim, tu avais une intervention dans le clavardage que tu veux peut-être partager sur les méta-organisations? Oui, justement, tout à l'heure, il a évoqué le concept de méta-organisation, une organisation dont les membres sont des organisations, tout comme l'organisation patronale. Et là, vous savez, je m'intéresse, mon objet de recherche porte sur la carrière militante de la femme chef d'entreprise au sein d'une organisation patronale. Là, je me demande si cette vision socio-technique pourrait, disons, être appliquée dans le contexte, dans l'espace de l'organisation patronale. Voilà. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, comme si vous avez évoqué en fait un lien entre le concept de méta-organisation et cette vision socio-technique. Voilà. Les dispositifs voyagent à l'extérieur même des frontières des... Alors c'est gênant parce que le mot organisation désigne à la fois un état et un processus. Mais il y a de l'organisation partout. Les politistes qui s'intéressent à des grosses choses, hein, j'ai derrière moi des bouquins de Lascum, Le Gallès et quelques autres qui s'intéressent finalement au gouvernement des pays, hein, qui sont... et le politique, on va dire, il est vraiment à un niveau extrêmement méta, hein, par rapport à notre réflexion. Il s'appuie sur des dispositifs. On peut très bien, et les sciences politiques s'intéressent aujourd'hui, alors ils ont un vocabulaire un peu hésitant, ils parlent parfois de dispositifs, parfois d'instruments, mais je ne leur en veux pas. Hein, et à leur niveau, ils ont affaire forcément à des méga dispositifs, mais
les raisonnements qui sont tenus au niveau même des gouvernements peuvent s'analyser en termes de dispositifs. Donc, a fortiori, ce qui se passe, ce qui fait tenir d'ailleurs je pense qu'une fédération patronale, par exemple, ne peut pas tenir sans un minimum de dispositifs partagés avec ses membres. Donc, c'est intéressant de voir ce qui fait tenir la méta-organisation par rapport pourquoi cette méta-organisation survit, enfin, maintient son existence et qu'est-ce qu'il a légitime. Alors ça peut être vu, ce n'est pas l'unique grille de lecture, évidemment, je dirais pas les dispositifs de gestion, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la lecture de tout fonctionnement gestionnaire, mais je pense que ça peut tout à fait s'appliquer. Merci. Bon, eh bien, merci infiniment, Patrick, d'avoir partagé toute cette expérience accumulée entre pratique et théorie. C'était vraiment très intéressant d'entendre à la fois une trajectoire et puis ce que la maturité permet de produire en termes de raisonnement, de réflexivité sur les dispositifs et les outils. On est vraiment privilégié de vous avoir entendu aujourd'hui. C'est moi qui vous suis vraiment reconnaissant parce que c'est effectivement dans l'interaction qu'on mûrit aussi son raisonnement. Moi, comme vous l'avez vu dans mon parcours, je ne travaille pas en solitaire, hein, donc je me suis beaucoup construit dans l'interaction avec d'autres. Et ce moment d'interaction, c'est aussi pour moi un moment privilégié. Donc, merci à vous toutes et à vous tous.